téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous nous suivez sur Canal Plus 386 et sur Star Times 108. Et bienvenue à l'émission Leadership d'Impact. L'émission Leadership d'Impact traite des sujets liés au développement de l'Afrique. Ce soir, nous allons parler de la ville verte. La plupart, peut-être, ne savent pas encore ou ne comprennent pas encore ce concept, mais on va y revenir. Et surtout, la ville verte dans la lutte contre le changement climatique. C'est le thème de ce soir et qui concerne aussi non seulement les Rwandais, mais aussi nos téléspectateurs qui sont dans la plupart des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone en général. Bienvenue donc à cette émission. À la veille de la 29e conférence des Nations Unies qui se tiendra en novembre 2024 à Azerbaïdjan, vu que le Rwanda s'est engagé à réduire les gaz à effet de serre, vous allez connaître ce concept aussi, de 16% pour les gaz émis involontairement et de 38% pour les gaz émis volontairement en 2030. Vu que la ville de Kigali s'est engagée aussi à faire une ville verte, comme vous le savez, la cité verte ou la ville verte est l'un des projets visant à réduire les émissions qui polluent l'atmosphère, mais aussi à faire face au changement climatique, vu que la ville a trouvé que ça, c'est important d'avoir ce projet. Nous avons donc jugé important de discuter, d'analyser la contribution de la ville verte dans la lutte contre le changement climatique. Et comme vous le savez, et vous avez pu aussi le constater, actuellement, on ne peut pas confirmer les temps comme c'était le cas il y a des années. Au moment où les gens attendent la saison des pluies, il peut y avoir le soleil. Au moment où les gens attendent de voir le soleil, il peut y avoir des pluies. Cela a un impact non seulement sur les vies des gens, mais aussi sur l'atmosphère en général. C'est pour ça que ce soir, nous allons vous présenter les invités que nous avons donc au studio pour qu'ils puissent nous aider à comprendre le rôle de la ville verte dans la lutte contre le changement climatique. Et, un changement climatique que la plupart des gens sont en train de vivre et peut-être ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'il y a des solutions, qu'il y a des projets, qu'il y a des activités qui sont en train d'être faites et qui contribuent à alléger les effets de ce changement climatique. Ce soir, nous avons donc Madame Emma Claudine Nilenganya. Elle est la porte-parole de la ville de Kigali. Elle est chargée de la communication et de l'éducation dans la ville de Kigali. Bienvenue, Emma Claudine. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Nous avons souvent un problème de trouver les invités qui parlent femmes et qui parlent français. Oui, parce qu'actuellement, la génération, c'est une génération qui beaucoup plus parle anglais. Donc, merci. Mais les femmes encore, c'est difficile de trouver les invités femmes. Mais merci beaucoup de votre temps et d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons aussi un autre invité, comme vous le voyez. Il vient de Green Kigali City et il va aussi nous aider à pouvoir parler techniquement de la ville verte en termes techniques pour que vous puissiez connaître c'est quoi. On va donc revenir à lui, mais avant, Emma, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices qui nous suivaient depuis l'Afrique, de l'importance de la ville verte, surtout pour la ville de Kigali? Parce que nous allons parler d'un projet
qui va avoir le jour bientôt. Mais il faut que les gens, peut-être qui nous suivent depuis d'autres pays, puissent comprendre si Kigali va faire un si grand projet qu'on va voir techniquement, pourquoi pas non. Peut-être que les pays vont dire pourquoi pas Abidjan, pourquoi pas Burkina Faso. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre sur l'importance de cette ville verte et peut-être définir aussi la ville verte. Merci. Merci beaucoup Solange. La ville verte, comme nous l'appelons au Rwanda, Green City, c'est une ville qui est vraiment très importante pour nous parce que ça va être un modèle de ce que Kigali va devenir peu à peu. Ça va prendre quelques années, bien sûr, mais il faut que nous y arrivions. Cette ville verte est une ville qui est construite de façon à prendre en compte le changement climatique et d'analyser et voir comment on peut résister en tant que résident, mais aussi en tant que ville. Ça va au-delà de planter des arbres, ça va au-delà de construire en utilisant des matériaux qui tiennent en compte les facteurs climatiques, ce qu'ils vont nous expliquer dans un moment. Mais aussi, ça va avec l'efficacité de l'utilisation de l'eau, comment nous pouvons canaliser de l'eau de pluie ou bien de l'eau que nous utilisons à la maison. Mais aussi comment prendre soin de notre colline. Nous savons qu'à Kigali, l'écographie est vraiment, la géographie est vraiment très différente de beaucoup de villes, beaucoup de collines. Et nous sommes en train de construire sur ces collines. Kinyinya va être un modèle pour nous pour voir comment nous pouvons prendre soin de Kigali. C'est très important pour nous alors parce que c'est un modèle comme je venais de le dire, mais aussi parce que nous allons profiter pour avoir ces espaces récréationnels, quelque part qu'on puisse s'asseoir, lire un livre, ou bien avoir des conversations avec des collègues, des voisins, mais aussi faire des exercices quotidiens parce que c'est l'endroit où on marchera beaucoup, de marcher ou bien prendre le vélo pour aller au marché, pour aller travailler. Mais aussi l'endroit où on va utiliser beaucoup de transports publics communs, comme le bus, ce qui va purifier l'air que nous respirons. Oui, je crois que c'est beaucoup de profit pour nous, le Green City. Bon, merci beaucoup. Peut-être avec la progression dans notre émission, les gens vont pouvoir mieux comprendre la ville verte. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons M. Koya, il est Chief Development Officer dans Green City Kigali. Et est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un simple mot, qu'est-ce qu'une ville verte? Elle a décrit ce qui va se passer dans la ville verte. Pourquoi même ce concept? La ville, on connaît, mais verte, on sait que c'est une couleur verte, mais ce concept signifie quoi en matière même de la protection de l'environnement? Parce que quand on dit l'environnement vert, ça sous-entend les herbes, les arbres, mais le concept en soi, ça signifie quoi en termes simples pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre? Merci. Merci beaucoup Solange. Merci Emma. C'est un plaisir de faire part de ce panel. Ville verte ou ville écologique,
comme certains le diront, ou ville soutenable. C'est une ville ou un espace urbain qui offre un cadre de vie qui permet aux hommes et aux femmes de vivre une vie saine, de réaliser leurs rêves ou ambitions de développement social et économique sans endommager l'environnement, sans polluer, sans contribuer ou accélérer au changement climatique. On pourrait peut-être imaginons là où avant que la ville n'y ait, l'espace était vert. L'espace était vert, il y avait des arbres, il y avait une biodiversité avec laquelle l'homme a toujours cohabité. Alors aujourd'hui, on se demande comment encore vivre, cohabiter, toutefois en créant des villes ou des espaces urbains où l'homme peut se réaliser, sans toutefois compromettre le futur, sans vraiment évincer le reste de la biodiversité, les autres espèces végétales ou animales, mais aussi sans causer de gêne à son voisin. Parce que polluer, c'est gêner l'autre. Quand on pollue l'air par les gaz à effet de serre ou même des gaz nocifs, il y a des gaz qui ne sont pas vraiment à effet de serre, mais qui causent des maladies respiratoires. Et c'est aussi un gène. L'élément aussi de ce qu'on appelle la circularité, maintenir une économie ou un développement urbain là où il y a la circularité, ou circularity comme on le dirait en anglais, mais aussi il y a, vous avez ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, la vie urbaine, parfois, elle compromet le cycle de l'eau. Quand l'eau qui vient du ciel, comme on dit par la pluie, tombe sur la terre et que les espaces sont imperméabilisés par l'activité urbaine, par les chaussées revêtues, par les toitures en solide, l'eau ne rentre pas dans le sol. Et quand l'eau ne rentre pas dans le sol, c'est une partie du cycle qui est compromis, du cycle de l'eau. Et parfois, c'est pas bien, parce que en retour, ça cause d'autres dommages sur tous les phénomènes naturels qui en dépendent. En bref, la ville verte, c'est ça. Merci. Est-ce que ça, c'est pas un idéal qui on a du mal à y croire? C'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai pu voir qu'il y a d'autres villes vertes. Mais est-ce qu'un pays comme le Rwanda, c'est pas un projet qui est énorme? Un pays qui se développe rapidement, un pays qui doit avoir des industries, justement, qui doit se développer économiquement. Parce que les pays polluateurs ou les pays qui polluent plus, ils ont développé le secteur industrie très, très, très rapidement, ou bien ils ont développé ce secteur, et ça fait que justement, il y a des émissions qui proviennent de ces usines, et il y a aussi des émissions qui proviennent de l'usage du pétrole, tout ça. Alors, est-ce que vous voulez dire que le Rwanda ne va pas arriver là-bas? Emma peut répondre. Ok, je peux dire quelque chose, vous pouvez ajouter, mais ce que je voudrais dire, c'est que même si nous croyons que les pays développés sont eux qui polluent beaucoup le climat que nous, mais nous pouvons aussi faire notre part. Et d'une façon, je crois que ce que nous sommes en train de faire en tant que Rwanda n'est pas vraiment pour le monde, mais avant tout, c'est pour nous. Parce que la façon dont cette ville verte va être construite tient en compte les facteurs climatiques, par exemple en utilisant des matériaux locaux. Si nous utilisons des matériaux locaux pour atteindre cette
cette atténuation des changements climatiques ou l'adaptation au changement climatique, ça bénéficie nous les Rwandais en premier. Et ça va bénéficier les résidents de Kinyinya. Et si nous sommes en train de dire que pour faire cette cité, nous allons aussi planter des arbres, faire des petits parcs, des choses différentes. Ça nous aide nous-mêmes. Et c'est pas très... ça ne demande pas beaucoup d'argent comme on peut le penser. Ce que ça demande, c'est de penser à cela et de le mettre en œuvre. Et ça va, et c'est tout. Si nous disons que dans la ville verte, on va essayer de minimiser le nombre de gens qui conduisent des voitures privées et qu'on va privilégier le vélo et privilégier le bus, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment expensive. C'est quelque chose qui n'est pas cher, qui est dans notre moyen, mais qui bénéficie aussi notre santé parce que nous aurons ces moyens de s'exercer. Aujourd'hui, on n'est pas habitué à aller acheter du pain en marchant. Mais si la cité est construite comme ça, s'il y a de belles chemins qu'on peut prendre pour aller au supermarché, c'est quelque chose qui va nous aider. Alors, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est cher. Ce qui est très visionnaire, c'est de penser à cela et de le mettre en œuvre au lieu de penser que peut-être ça va nous coûter, ça va pas nous coûter cher. Merci beaucoup. Alors, M. Koya va essayer de nous décrire les caractéristiques de cette ville verte comparée. C'est vrai que Emma aussi a parlé de ça, et comparée à une ville qui n'est pas verte, une ville écologique. Donc, quelles sont les caractéristiques techniquement de cette ville? Et parlez-nous aussi brièvement de ce que vous allez faire en tant qu'organisation par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Mais peut-être avant de continuer, je peux contribuer à ce que Emma était en train de dire. C'est que c'est vrai, c'est pas un rêve inatteignable. C'est une réalité. On doit commencer. Et je crois que ça, c'est une initiative qui devrait commencer partout ailleurs au monde. Parce que quand on regarde les projections de la population urbaine, là, ça veut dire plus de 70% des habitants du monde vivront dans des villes. Alors si rien n'est fait, je crois que le monde serait vraiment dans un problème, un sérieux problème. Et comment dirais-je, quand on parle de ça, moi je vais donner peut-être un exemple. Il y a, je ne connais plus combien d'années, quand le Rwanda a pris l'initiative, c'était une simple initiative, de stopper l'usage du plastique. Je me dis, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Non, ça c'est impossible, on ne pourra jamais faire ça. Comment est-ce qu'on va emballer le pain? Comment on va emballer les choses, la viande? Comment est-ce qu'on fait ?» En fait, les achats du marché, ça ne va plus fonctionner. Mais aujourd'hui, on le fait et je crois que c'est vraiment un bon exemple de comment une chose aussi simple qui, au départ, avait beaucoup des idées antagonistes, on dit ça ne peut pas marcher. Et voilà qu'on y est. Alors il suffit seulement d'y croire, et la vision est là, et de commencer la marche vers l'objectif. Alors en termes de caractéristiques, la ville verte, ce qu'on y trouve, c'est quoi? On y trouve des habitants qui y vivent joyeux et vraiment contents de la manière dont ils vivent. Pourquoi? Parce qu'en termes de l'état de santé physique, ce sont des gens qui marchent plutôt qu'ils ne conduisent. Ça, c'est important pour le bien-être de l'homme. Et souvent, les villes non vertes, c'est qu'on n'a pas pensé à la mobilité, au déplacement des gens. Alors là, au moment même de la planification, on se dit comment encourager ce qu'on appelle la mobilité non motorisée. Marcher ou bien
rouler à vélo. Et si besoin de bouger ou de se mouvoir, que ce soit en transport public. Alors, cela fait qu'on est plutôt beaucoup de gens qui vont utiliser un transport que nous considérons plutôt vert. Parce que les transports, en ce qu'on appelle la voiture privée, elle requiert des espaces même de parking. Et ce sont des espaces que nous considérons comme inutilisés ou improprement utilisés. Et donc, ça veut dire que le concept de mobility ou bien de la mobilité, il est bien plutôt vert parce que c'est davantage marcher, rouler à vélo ou bien le transport public. Et ça, c'est très important. Ça a un grand impact parce que nous savons que les gaz polluants ou l'air pollué, ça vient souvent du véhicule, comme on appelle le private car, sont les véhicules où le moteur, comme le moteur combustible, il est réduit dans la vie urbaine, ça veut dire que l'air est sain et les gens font beaucoup d'exercices. À part cela, nous avons aussi la gestion des eaux de pluie. Il faut pouvoir bien, parce que dans la ville verte, on a pensé aussi à comment construire des villes résilientes au changement climatique. Si changement climatique il y a, dans le cas du Rwanda, il y aura beaucoup de pluies plutôt fortes et intenses. Et ce sont des pluies dévastatrices. Alors, le concept, c'est de comment gérer, comment canaliser ces eaux et pouvoir plutôt en profiter. Parce que quand on a cette eau, on peut la stocker et l'utiliser pour le jardinage. Il y a le concept de l'énergie renouvelable. Il y a donc la promotion de l'usage de l'énergie renouvelable. C'est aussi une énergie verte. Quel type d'énergie, par exemple? L'énergie solaire, le panneau solaire, c'est ça qui est plus, dans notre cas, c'est l'énergie solaire. Au Rwanda, normalement, l'énergie renouvelable, ce serait aussi le géothermal, mais pour le moment, c'est l'énergie par les panneaux solaires. Nous avons aussi ce qu'on appellerait l'agriculture urbaine. Elle peut, ça veut dire, quand on plante l'arbre, on peut planter un arbre fruitier. Et si on va consommer un fruit, ce n'est pas un fruit qui a ce qu'on appelle un contenu carbone élevé. Parce qu'un fruit qu'on a cultivé à 200 km, il vous parvient par transport qui a pollué l'environnement. Mais si vous avez un fruit que vous pouvez cueillir tout près de chez vous, il est plus vert que l'autre. Vous comprenez? Ce qu'on appelle le contenu carbone, c'est aussi un concept, en anglais on dit embodied carbon. C'est un concept que nous aussi insistons aussi quand il s'agit de construire les maisons. La construction de maisons, elle se fait par un choix de matériaux où le contenu carbone est plutôt minimisé. Ça veut dire, comme Emma l'a dit tout à l'heure, les matériaux produits localement, ce sont des matériaux qui auront un contenu carbone moins élevé. Parce qu'un matériau produit très loin, lui aussi, il est transporté. Mais aussi, il y a aussi la manière de produire. Il y a certains matériaux, par exemple, le béton, il y a le ciment, et quand on utilise trop de ciment, ça veut dire que le contenu carbone de la maison sera élevé. Il faut minimiser l'usage du ciment, il faut minimiser l'usage du fer quand il est possible. Alors, ça veut dire la conception, pardon? Vous allez utiliser quoi, par exemple, dans cette ville? Parce qu'ici, on est habitué à voir les constructions en béton. Avant, il y avait même la brique adobe. C'est comme ça qu'on appelle les Ingarakara. Mais après, on a vu que ce n'était pas à la mode. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas durable. C'est comme ça. Ils ont dit non, le ciment et la brique cuite. Alors, quel type de matériaux vous allez utiliser? Donc, la brique, nous promouvons l'usage de la brique cuite. Et il y a aussi d'autres briques plutôt transformées. Cuite comment? Pas avec les arbres? C'est par des déchets bio-organiques.
Mais aussi, Parce que il y a nous savons aussi, que, ce que je dis, chez le nous, ciment n'est pas totalement exclu. Il y aura aussi du ciment. Oui. Mais plutôt, Mais on en doit petite minimiser. en quantité. Oui, oui. Sinon, voilà. Je te dis que nous, Et, loin de chez moi, il y a... à Kinyinya, la vallée de Kinyinya, il y a de l'argile. C'est de cette argile que nous allons utiliser pour fabriquer ces briques. Ouais. Ce qui explique comment ce qu'il était en train de dire. Quand on minimise aussi le transport de ces matériaux qu'on va utiliser, on minimise quelque chose de l'émission carbonique à l'atmosphère. Oui. Ok. Je disais donc que non loin de chez moi, il y a on fabrique les briques, 8, mais ils utilisent beaucoup De bois. Oui, oui, de bois de chauffage, c'est comme ça qu'on appelle. Beaucoup, des arbres sont coupés pour que ces briques soient cuites. Alors, je me demande, et dans ce cas, quel type d'énergie va être utilisé? Vous avez dit du matériau biodégradable. Oui, oui, Est-ce qu'il ça y a aussi. déjà une technologie qui a été essayée ou qui va être mise en place pour qu'on ne coupe pas les arbres? Bon, On les appelle des briquettes. Les briquettes. Qu'on fabrique à partir de déchets biologiques. Par exemple, si on, à partir des choses comme des sorgho, les déchets de sorgho, les déchets de maïs, des choses comme ça, on fabrique des briquettes à partir de ces choses biologiques. Et on les utilise pour cuire des briques et d'autres choses qu'on peut cuire longtemps. C'est ce qu'on utilise même dans des prisons de cuisine. Oui, c'est vraiment faisable. oui. Ok. Donc, vous parliez de matériaux locaux qui sont produits même localement. Localement. Emma a dit que même sur le site, il y a même l'argile. Vous parliez de la gestion des pluies, Oui, oui, de l'agriculture urbaine, oui, oui, oui. du transport vert. Du transport vert, il y a aussi cet élément de une densification optimale. Une densification optimale, parce que en réalité, nos villes, ou bien la ville de Kigali, il y a souvent une densité éparpillée, et ça fait que nous consommons beaucoup de sol arable, et le sol qu'on pourrait utiliser pour la production agricole est plutôt mal utilisé par l'habitation. Alors, dans la ville verte, c'est qu'on essaie de calculer ou de trouver un moyen de faire habiter un optimum d'habitants sur une surface donnée. Oui. Ok. C'est-à-dire que l'habitat est plutôt agglomération plutôt que l'habitat éparpillé ou dispersé. Voilà. Ok. Agglomération, mais aussi avec des espaces de jardinage, ce qui donne l'aération. Parce que si nous disons de l'agglomération maintenant, des personnes peuvent penser à des agglomérations qu'ils connaissent, qui ne sont pas vertes. Mais il y a beaucoup d'espaces verts entre ces agglomérations. Par exemple, à Kinyinya, on a créé 18 petits villages qu'on formera sous forme de ces agglomérations. Et entre ces petits villages, il y aura des jardins. Et ces jardins qui sont bien construits avec des drainages de l'eau de la colline vers le vallée et d'une façon écologique. Ouais. Ok. Merci beaucoup de ces caractéristiques. Je vais revenir à vous sur le financement, l'investissement, même le coût. Mais avant, j'aimerais savoir en quoi le rôle du citadin. Vous avez parlé des bénéfices, des avantages que le citoyen de la ville, de la cité verte ou de la ville verte va bénéficier. Mais quel sera son rôle? Disons que la ville est déjà là. Ce n'est pas dans le planning comme on est en train de le dire. On voit les maisons, on voit j'ai vu comment on appelle ça, le plan même de comment l'architecture de cette ville, c'est vraiment très, très,
très joli à voir. Disons que la ville est déjà là, mais quel sera le rôle même du citoyen qui va habiter, Emma, dans cette ville? Parce que on a déjà observé des projets qui viennent comme ça pour les intérêts des citoyens, mais après un certain temps, on ne voit pas leur participation. Par exemple, à un certain moment, l'eau ne coule plus parce qu'ils ont bouché les conduites d'eau. Donc, j'aimerais savoir son rôle dans cette cité. Le rôle des citoyens commence maintenant. Parce qu'on ne va pas construire cette ville que nous sommes en train de dire, ça l'aide des citoyens. Il y a une partie de projet pilote qu'il peut expliquer et que la ville de Kigali, en collaboration avec Green City Kigali, va construire. Ce sont des maisons d'habitation. Mais l'autre partie, et c'est la grande partie de la ville verte de Kinyinya, va être faite par la population qui y habite. Nous avons commencé à faire des réunions pour les expliquer et leur rôle commence par y assister. Assister dans des réunions, poser des questions. Avant même que la ville ne soit là. Avant que la ville ne soit là. Nous avons même une réunion ce samedi. Nous allons leur expliquer. Et dans la ville, il y a des personnes qui ont déjà des terrains et qui veulent construire. Ils peuvent maintenant demander des permis de construire parce que nous avons ce chemin directeur. Ils peuvent demander des permis de construire. Et si tu vas construire, ça veut dire que tu vas suivre ces conseils écologiques que les personnes de Green City Kigali vont t'enseigner, t'expliquer et te montrer. Et les ingénieurs qui vont aider les gens de Kinyinya à construire doivent aussi prendre en considération tous ces critères. Alors, ça veut dire que si tu habites déjà à Kinyinya, tu ne vas pas partir, tu y restes, mais tu vas voir ce qui est sur le schéma directeur pour voir si ça correspond à ce que tu as déjà là-bas, ou bien si tu dois peut-être renouveler ta maison. Et si tu as un terrain qui n'est pas construit, tu vas demander un permis de construire en suivant ce schéma directeur. Les personnes qui vont être qui vont partir sont tout simplement ceux qui habitent là où on mettra des écoles publiques ou bien des cliniques, des biens communs, si je veux dire. Donc, oui, ou des des infrastructures marchés, publiques. Des infrastructures publiques. Mais tout le reste, ils vont rester. Mais si tu vois que ce qui est sur le chemin n'est pas dans tes moyens, peut-être tu peux penser à vendre, mais tu vas le faire par ton propre grain, comme tous les gens de la ville de Kigali, en dehors de Kinyinya, le fassent. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez dit que donc, le rôle, ça commence par le planning. Maintenant, quand la cité sera là, son rôle dans la préservation. Parce qu'on ne voit pas souvent, peut-être vous allez expliquer, on voit une infrastructure, après, on ne voit pas la gestion après, la gestion de l'infrastructure quand quelqu'un qui l'a mis n'est plus là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La durabilité, je veux dire. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que... En nous parlant de ça, vous allez aussi nous donner les phases dans lesquelles la ville verte va être mise en exécution. Merci. Ok, merci beaucoup. L'existence de la ville verte, elle commence par une idée, et puis c'est la planification, la construction et puis la gestion. Et dans toutes ces phases, en réalité, le citoyen ou l'habitant, il est le bénéficiaire au premier chef.
ça veut dire s'il ne fait pas partie du processus, rien ne pourrait marcher. Alors c'est pour cela que les consultations avec les habitants de l'espace urbanisé ont été faites, donc notamment Kinyinya, et pour qu'on échange, on ait leurs idées, et aussi qu'on puisse les intégrer dans notre planning ou projet, mais aussi qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Comme il l'a dit, c'est plutôt à comprendre et s'adjoindre à ce mouvement. Et aussi l'étape de gestion, comme vous le dites. Je me dis, la gestion, oui, il y a l'autorité publique, mais c'est aussi le citoyen qui doit y participer énormément. Les simples décisions de chaque instant contribuent à atteindre à la ville verte. Comme on le disait, si nous encourageons de ne pas utiliser des véhicules motorisés, alors il y a des choix à faire. Soit on va avec le véhicule traditionnel, ou bien on décide de marcher. Parce qu'on se dit que, je ne sais pas, la boîte de lait que nous allons acheter tout près, elle est aussi bonne que la boîte de lait que j'aurais cherchée en ville. Alors ces simples décisions, ou bien par exemple, où est-ce qu'on va amener notre enfant à l'école, en concevant la ville verte de Kigali, on a essayé d'intégrer les écoles le plus proche possible des habitations pour que les jeunes gens ou bien les enfants n'aillent pas très loin de leurs habitations. Alors vous comprenez que même ces simples choix, c'est très important. Alors on peut se dire, il s'arrive que même l'école tout près n'est pas vraiment à notre satisfaction. Alors il faut, en tant que citoyen responsable, c'est œuvrer ensemble. Comment est-ce qu'on va travailler ou œuvrer ensemble pour que notre école soit d'aussi bonne qualité comme une école qu'on trouverait à 10 km de chez nous. Alors, vous comprenez qu'il y a aussi savoir comment travailler avec l'autorité publique et plutôt ne pas seulement saboter, si je puisse utiliser le mot, les initiatives de l'autorité publique. C'est la collaboration, elle est très importante durant la gestion. Et en termes de phase, il y a 600 hectares qu'on avait faire pour la ville verte, mais on ne pouvait pas faire les 600 hectares d'un coup. Alors, on a commencé par une phase qu'on appelle pilote. C'est 16 hectares. On a pris 16 hectares qui seront urbanisés totalement. C'est normalement un endroit, un espace non habité. Il n'y a rien, c'est un espace, comment on dit, un espace empty, vide, voilà, un espace vide. C'est vert déjà ou il n'y a rien comme... C'est vert, on y cultive pour le moment, mais c'est un espace vide. Alors on doit l'aménager et on doit y bâtir des maisons abordables aussi. C'est un élément important dans notre concept de ville verte. C'est des maisons abordables ou affordable. Et puis ces maisons seront vendues aux habitants de Kinyinya ou de Kigali qui voulont y vivre. Et ça, c'est la partie pilote. Et comme Emma le disait, donc les 600 hectares sont subdivisés en des morceaux ou des petits quartiers d'autour de presque 20 à 30 hectares. Et ce sont des quartiers, donc il faudrait y aller petit à petit. Donc on commence un endroit et puis on fait l'autre. Alors pour la phase pilote, elle est passée par les 4 phases que je disais. Il y a eu la phase de planning, il y a eu une phase de, comment on dit, la construction. Non, la phase de conception, planning, construction et puis opération ou bien gestion. Ouais. Et ça veut dire que les gens de Kinyinya peuvent prendre des maisons là-bas. Oui. On a vu des maisons qu'on appelait, entre guillemets, affordable ou des maisons accessibles financièrement par les citoyens. Mais si une maison peut coûter
15, 20, 30, 50. Quand vous dites que ça sera une maison accessible, ça aura la valeur de combien? Parce que, vous savez, dans la cité, il y a des gens qui vont faire le travail parce qu'ils ont été à l'école, des enseignants, des gens qui vont travailler au bureau, tout ça, tout ça. Il y aura aussi des gens qui vont faire les métiers que vendre au marché, vendre le produit, comme une ville normale. Mais quand vous dites que c'est accessible financièrement, moi j'aimerais savoir, est-ce que cette maison ne sera pas chère? De sorte que la personne qui normalement devait rester là-bas n'aura pas son temps. Et que ça va permettre aux gens de Kenya d'aller habiter très loin, peut-être pour venir travailler dans la ville verte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tu te fais comprendre parce que c'est la première question que tout le monde pose. Même avant même de connaître ce que c'est la ville verte, les avantages et autre chose, ils demandent combien va coûter une maison. Avant même de continuer, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent de pouvoir, si vous voulez, vous pouvez envoyer, plutôt appeler à ce numéro qui apparaît à votre écran et interagir avec les invités, poser des questions ou même faire des commentaires. Donc, que vous soyez au Rwanda ou à l'extérieur du Rwanda, vous nous suivez sur Canal+ ou Star Times, vous pouvez toujours appeler ce numéro et on va vous recevoir. Et donc, tu disais, Emma, commenter sur la maison accessible financièrement. Koya va m'aider, mais ce que je peux dire, c'est que pour nous, la ville de Kigali, nous voyons l'accessibilité dans deux options. La première option, c'est pouvoir acheter une maison, mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une maison. Même si ça peut coûter moins cher, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une maison. Mais de l'autre côté, la deuxième accessibilité que nous regardons en tant que la ville de Kigali, c'est le loyer. Combien est-ce qu'on peut louer la maison là-bas et faire en sorte qu'il y a plusieurs sortes de loyers, de logements qu'on peut louer. Par exemple, nous savons qu'à Kigali, on n'est pas habitué au studio, une seule chambre, si je peux dire. Une seule chambre qui se situe dans un appartement, un bel appartement, mais qui ne coûte pas cher, que quelqu'un peut louer moins cher. C'est ce que nous regardons aussi. Mais pour ce qui est d'acheter, nous sommes en train d'essayer d'imposer à des personnes qui construisent des maisons de faire en sorte qu'ils utilisent ces matériaux locaux, comme va le faire Green City Kigali, et aussi donner du travail à ces gens de l'entourage, parce que ça diminue quelque chose sur le coût. Mais malheureusement, je sais ce que tu veux entendre, c'est le prix. C'est le prix. Nous n'avons pas déterminé le prix pour le moment parce qu'ils sont en train de planifier encore et nous savons que le prix au marché, quelquefois ça augmente, ça diminue. On n'a pas de prix pour le moment. Mais nous savons que beaucoup de personnes à Kigali qui peuvent vouloir acheter une maison, ce sont peut-être des personnels qui travaillent, des fonctionnaires de l'État, des salariés, quoi. Des salariés, et nous savons leur salaire, combien ça coûte. On va chercher à ce que ces personnes-là peuvent pouvoir acheter une maison là-bas. Oui, il y a une expression ou peut-être un langage qui est courant qui dit que c'est pas tout le monde qui
qui boit de lait n'a pas de vache. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que vous pouvez ne pas acheter la maison, mais louer, faciliter à louer une maison moins chère et continuer à travailler, à rester à Kinyinya. Moins cher, mais belle, décente. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un au téléphone, on va maintenant au coût. Combien vous avez prévu que, même par exemple, la phase va coûter combien? Est-ce que l'argent est disponible même dans la ville de Kigali pour qu'on puisse savoir que vraiment ce budget est là? Oui, oui. Vous avez dit que ça ne sera pas cher. Moi, j'aimerais, si je pouvais avoir une comparaison d'une ville verte et d'une ville qui n'est pas verte, mais pour savoir le coût, comment le coût va être moins cher. Merci. Le coût d'investissement, est-ce que le budget est là? Oui, oui. Merci beaucoup. Vous savez, la notion de coût, parfois, elle est relative. Hein. Une maison peut être très moins chère à 20 km de Kigali ou en 30 km, comme à Nyamata, la ville voisine. Elle est moins chère. Mais parce que tous les jours, vous devez prendre votre voiture ou bien prendre le taxi, le bus pour arriver à Kigali, vous, vos enfants, votre conjoint, pour aller travailler et réaliser votre rêve à Kigali, sur une longueur de temps, ça veut dire que votre logement n'est plus cher. Au départ, vous croyez que c'est cher, mais en fin de compte, elle n'est plus chère. Alors, il y a ces éléments, quand on essaie de voir vraiment qu'on doit appeler le coût d'une maison. Une maison dans la ville verte de Kigali qui coûterait, à mon avis, 40 millions. Elle est moins chère qu'une maison de même taille qui est à 30 km de Kigali qui coûterait 25 ou 30 millions. Alors, ça vous montre que c'est là où on regarde. Mais aussi, il y a cet aspect de ce qu'on appelle, en anglais, je ne sais pas comment le traduire, disposable income. Ça veut dire la portion de votre revenu que vous pouvez donner pour payer un crédit de maison. Alors, normalement, il y a les standards. On demande que ce soit un maximum d'un tiers. Parfois, on peut permettre que ça aille à un demi du salaire de la maison, du foyer, le salaire ou bien les revenus du foyer. Alors, en réalité, on essaie de faire ces calculs et voir, quand on regarde pour un groupe de gens avec un revenu X, ça dépendrait maintenant de comment est-ce qu'on peut avoir un bon match entre plutôt le coût de la maison et leur revenu. Et puis, un autre aspect, chez nous, nous avons un concept innovateur, où on a conçu des maisons qui seront bâties graduellement, incremental building. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des jeunes, à peine avoir terminé leurs études, qui commencent leur carrière. En réalité, ils n'ont pas besoin d'une grande maison, une grande bâtisse. La dimension de la maison, elle varie avec l'âge de l'homme. Au départ, c'est petit et puis ça grandit, mais à un moment donné, ça peut encore réduire. Pourquoi? Parce qu'il y aura une famille qui va se former autour de la personne. Et cette famille aura besoin de beaucoup d'espace. Mais avec le temps, la famille va encore se restreindre quand les éléments de famille iront fonder leur propre famille. Alors, on fait que la maison, elle peut être... On a un concept qu'on a appelé incremental houses. Ça veut dire on pourvoit l'espace où la maison va s'étendre. Mais on peut commencer par exemple avec une chambre. Et puis elle est vendue à ce prix, mais vous avez l'espace pour l'étendre verticalement et horizontalement. Et ça veut dire que vous pouvez ajouter des chambres, des espaces au fur et à mesure. Mais aussi, je crois que quand on regarde ce phénomène, nous avons souvent... il faut aussi regarder comment interagir avec
les potentiels habitants. Parce qu'il faut pouvoir avoir un bon contact avec les banques. Tu vois, les futurs acheteurs, ça ne se fera souvent que par un crédit. Et le crédit, il faut avoir une bonne relation bancaire. Établir cela, c'est aussi un autre processus. Ça devient plutôt sociologique que ingénierie, mais ça peut aussi se faire. En bref, pour le pilote, le projet pilote, le gouvernement rwandais a eu des fonds et il y a déjà les fonds pour l'infrastructure. Donc nous avons déjà cela. Nous avons aussi le gouvernement rwandais à travers les différentes institutions. On a eu la parcelle. Les 16 hectares, ça veut dire qu'elles sont données par le gouvernement rwandais. Et alors, c'est une manière de promouvoir cela, mais toutefois, comme on devra répliquer, nous avons cela comme disponible, mais on devra pouvoir intégrer ces prix sans spéculer dans l'offre de la maison. Donc, les prix de la parcelle et des infrastructures dans le coût de la maison. Souvent, quand ça se fait par des agents privés, parfois les profits peuvent, comment on dit, entraver le processus parce que le coût devient exorbitant et inaccessible. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va à la fin de notre émission. Avant même de la clôturer, on va aller aux avantages écologiques que la ville de Kigali va bénéficier en général, Emma. Avec cette cité ou les cités comme ça, quels seront les avantages, le profit ou le gain pour la ville de Kigali? Pas seulement ceux qui vont habiter dans cette ville verte, mais même la ville en général va bénéficier quoi en termes écologiques et surtout en termes de changement climatique. Ça, c'est pour aller à la fin. Vous allez aussi réagir par rapport à ça. Merci beaucoup, Solange. La première chose, c'est que Green City Kigali va être un modèle pour nous parce que nous voulons que graduellement notre ville tout entière devienne écologique parce que nous savons que c'est durable, c'est bon pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Ça va servir de modèle, mais aussi la ville va devenir abordable, moins chère, si je peux dire, comme nous le disions. Nous étions en train de faire de louanges, ces bons jardins, l'espace et toutes les choses. Ça ne va pas bénéficier les gens de Kenya seulement. Nous pourrons y aller. Nous voyons presque tous les jours les gens qui viennent de différentes parties de la ville pour Imboga City Walk. Pour s'asseoir, pour méditer, pour chatter au téléphone parce qu'il y a de l'Internet et beaucoup d'autres. Je crois que la ville verte, Green City Kigali à Kinyinya va être aussi un bon endroit pour aller respirer cet air pur, pour visiter les gens. Mais aussi, les gens qui viennent de partout vont pouvoir acheter de ces maisons, les autres vont pouvoir louer des maisons là-bas. C'est quelque chose vraiment qui va bénéficier nous tous dans la ville de Kigali. Ce n'est pas tout simplement les gens de Kinyinya. Merci beaucoup. Koya, à la fin, quels sont les bénéfices, même pas seulement pour Kigali, mais pour tout le pays? Si par exemple, est-ce que les autres pays africains, parce que nous avons des téléspectateurs là-bas qui nous regardent maintenant, est-ce qu'ils peuvent imiter cela? Qu'est-ce qu'ils vont... ce que le pays va bénéficier en matière écologique ou de lutte contre le changement climatique, ça va permettre aux autres pays peut-être aussi d'y penser. Vous avez parlé de l'exemple du Rwanda dans la lutte contre l'utilisation des sachets. Quand on a commencé, les gens n'y croyaient pas. Mais là, par exemple, dans l'Afrique de l'Est,
les autres pays ont imité. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés là, mais qui ont imité le cas du Rwanda. Quand on voyage, si un Rwandais voyage dans d'autres pays, quand il va rentrer, on lui donne l'emballage papier, alors que pour les autres pays, on leur donne des emballages sur les aéroports. Donc, quels seront les bénéfices pour un pays? Ça, c'est la fin. Oui, merci beaucoup. Les bénéfices pour le Rwanda, je commencerai par le fait que dans la convention des, comment on dit, la COP, le Rwanda s'est engagé à réduire les gaz à effet de serre. Alors ça, c'est un engagement très fort. C'est dans tous les secteurs et ça commence par la ville. Si la ville ne parvient pas à le faire, parce qu'elle est encore, c'est le numéro 1 en termes de ce phénomène de changement climatique, c'est une démonstration que le Rwanda est en train de réaliser son engagement qu'elle a fait, que le pays a fait envers les autres pays en termes de contrôle ou bien de réduction des impacts environnementaux. Et deuxièmement, je me dis que c'est un modèle non pas seulement à répliquer à Kigali, mais ailleurs dans le pays. Les autres villes subsidiaires du Rwanda pourront venir apprendre. Parce que nous sommes Rwandais qui y travaillent, nous travaillons aussi avec des experts internationaux, mais nous apprenons. Et il y aura aussi beaucoup de gens qui apprendront à comment est-ce qu'on peut vraiment réaliser ça. Et ça sera comme un petit grain planté, mais qui va grandir et devenir un grand arbuste qui est visible partout et qui devient une fierté du pays, je me dis. En bref, merci. Merci beaucoup. Emma, tu as quelque chose à ajouter? Il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que... Il y a le rôle des médias. Le rôle des médias, il y en a. Nous avons même fait une conférence de presse pour expliquer cette ville verte. Parce que nous voulons que tout le monde comprenne, mais spécialement les gens de Kinyinya. Je peux peut-être m'adresser à ces gens-là, de les demander de participer à des réunions. Nous savons que les gens à Kigali n'aiment pas aller aux réunions, mais après, ce sont ces gens-là qui viennent et qui commencent à poser des questions ou bien à dire que la ville n'a pas expliqué ceci, cela. Nous voulons vraiment que vous participiez dans des réunions, que vous posez vos questions, mais que vous commencez à demander des permis de construire. Ça va vraiment nous aider parce que la ville verte de Kinyinya va commencer par vous, par mettre vos projets en œuvre en suivant le schéma directeur. Mais aussi, nous avons beaucoup parlé de Kinyinya. Nous vous assurons que vous ne serez pas isolés parce qu'il y aura une raison qui relie Kinyinya avec les autres endroits de la ville de Kigali. Donc, ce n'est pas un village isolé. Ce n'est pas un village isolé. Nous savons qu'il y aura des gens qui ont travaillé, par exemple, dans la zone spéciale de Masoro économique. Il y aura un bus qui va là-bas, un autre qui va à Nyabugogo et qui est vraiment très rapide. On pense tout et nous savons que vous allez vraiment être heureux là-bas. C'est un paradis à Kigali. Merci beaucoup. Je vous remercie, Mme Emma, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Goya, merci beaucoup de votre intervention. Quand on aura besoin de vous, on va toujours vous inviter. J'espère que vous allez répondre. C'est la fin donc de notre émission. Nous parlions de la ville verte et son rôle, sa contribution dans la lutte contre le changement climatique. Je pense que vous avez eu beaucoup d'informations par rapport à ça. Et on espère que ce projet pilote qui va commencer au Rwanda servira aussi d'exemple pour d'autres pays, d'autres villes du pays, mais aussi pour
d'autres pays en Afrique. Merci beaucoup. On aurait aimé avoir vos questions, mais cette émission reste toujours sur YouTube. Vous pouvez toujours intervenir, poser vos questions là-bas. On va toujours joindre les invités qui vont vous répondre et vous donner des réponses. Merci beaucoup. Moi, c'était Solange Ayanone. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À mardi prochain. Au revoir.